Observez cet homme. À cet instant, il était dans un magasin d'électronique d'un centre commercial. Dans les années 90, on entrait dans ces magasins pour tester équipements et caméras. Il s'est installé devant la caméra et a enregistré ce message étrange devant tous. Client, employé, bonjour. Oui. Je pense que c'est vraiment le bazar. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, mais c'est ce qui arrive. Quand tu dépasses les limites, tu en paies le prix. Je t'aime. Les autres personnes ont peut-être trouvé ça étrange, mais je suis sûre que personne n'imaginait qu'il y a quelques heures à peine, il avait ôté la vie à quelqu'un. Pire encore, il retenait quelqu'un captif. Peu après l'enregistrement de cette vidéo, à l'autre bout de la ville, une jeune fille de 18 ans frappait chez son voisin, hors d'elle, répétant sans cesse. Ils lui ont tiré dessus. Regardez ce désespoir. Le voisin appelle la police, qui arrive très rapidement. Les policiers entrent dans cette maison. Pas de sang ni désordre ou lutte. Au contraire, la maison était très bien rangée. Mais un détail étrange a retenu l'attention des policiers. Une très grande boîte où une personne pouvait tenir. Ce qui est découvert ensuite donne la chair de poule. Vraiment. Je vais vous prévenir tout de suite, j'ai trouvé cette affaire vraiment lourde et je vais décrire certains actes qui peuvent être un peu perturbants. Alors, prenez déjà votre tisane de camomille parce que vous en aurez besoin. Salut à tous, je suis Sue, bienvenue sur la chaîne. Si comme moi vous aimez les histoires bizarres, les faits divers, les théories du complot et les curiosités, toutes ces choses étranges, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Aimez, commentez et partagez, cela nous aide sur la chaîne. Super, lançons la vidéo. L'affaire a eu lieu en 1996 à Houston, Texas, aux États-Unis. Jeffrey Wolf, 21 ans, semblait sympa, aimait les chiens, le football américain, les motos et avait de nombreux amis. Et il était très proche de son père, qui était très fier de lui et l'appelait son garçon en or. Mais Jeffrey n'était pas aussi gentil que son père l'imaginait. Je l'expliquerai plus tard. Le 11 août, Jeffrey est rentré avec une surprise, une nouvelle petite amie. Tout excité, il a tout de suite voulu la présenter à son père. Elle s'appelait Brooke Weber, elle avait 18 ans. Le père a trouvé qu'elle était une jeune femme magnifique et, après avoir discuté un peu, il l'a aussi beaucoup appréciée. Ce qui le rendait surtout heureux, c'était de voir son fils épanoui avec sa nouvelle petite amie. Jeffrey en était fou. Le jeune couple avait même prévu un voyage dans l'état voisin du Mississippi pour le lendemain. Après quelques heures, Jeffrey ramène Brooke chez elle et quand il revient, lui et son père passent toute la nuit à discuter de sa nouvelle petite amie. Le 12 août, Jeffrey se réveille tôt pour aller chercher Brooke devant chez elle. Le père serre son fils dans ses bras, l'embrasse et lui souhaite bon voyage, sans savoir que c'est la dernière fois qu'il le voit vivant. Et maintenant, une explication s'impose. Même si cela ressemblait à un voyage de loisirs, en réalité, c'était un voyage d'affaires. Ils allaient chercher de l'argent, car Jeffrey était en fait un trafiquant à Alphas do Capeta. Vous voyez ce que je veux dire. Et après avoir récupéré l'argent de ce client débiteur, le couple allait passer quelques jours à se promener dans la région. Alors, ils prennent la route. C'était un voyage d'environ 6 heures jusqu'au Mississippi. Et quand ils arrivent chez l'homme qu'ils devaient rencontrer, appelé Gary Simmons, qui devait environ 12 000 $, il était déjà tard et il faisait déjà nuit noire. Brooke a trouvé cela étrange car la maison de cet homme était totalement sombre. Elle s'est alors dit, il sait qu'on vient. Pourquoi il n'a même pas laissé la lumière extérieure allumée, n'est-ce pas? La situation devient plus étrange. En garant la voiture, il voit Gary assis sur les marches du deck, observant la rue. Elle prend la main de son petit ami, dit qu'elle a peur, mais Jeffrey affirme qu'ils étaient amis. Rassurée, elle se détend et ils sortent de la voiture. Gary invite les deux à entrer et offre une boisson. Ils restent là dans la cuisine, discutent un peu, puis Gary lui demande d'aller s'asseoir dans le salon. Pendant qu'ils parlent affaires, elle obéit, s'assoit sur le canapé et se distrait pendant que les deux restent dans la cuisine. Mais elle arrive à percevoir que la conversation est amicale, sans tension, sans dispute, sans hostilité. Elle pense qu'ils vont discuter, prendre l'argent et hop, au revoir non? Jusqu'à ce que, soudainement, elle entende 3 coups de feu et ait une sacrée frayeur. Quand elle regarde vers la cuisine, elle voit un autre homme, un gars plus jeune, tenant un perceur de trous. Jeffrey avait reçu 3 balles dans la poitrine et est tombé par terre, puis cet homme lui tire encore 6 balles dans le dos pour genre finir le travail, tu vois? C'est horrible, elle ignorait qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. Brooke panique, se lève du canapé, pensant qu'elle sera la prochaine, non? Mais avant qu'elle puisse crier ou faire quoi que ce soit, Gary court vers elle, l'attrape et la porte dans une autre pièce.
Et là, c'est une véritable scène d'horreur. Il attache Brooke, la bâillonne et l'enferme dans cette boîte. Brooke a qualifié ce moment de plus effrayant de sa vie. Imaginez cela, mes amis. Tu vois ton petit ami exécuté, puis tu es enfermé sans savoir ce qui t'attend. Quelle horreur! Elle raconte qu'après quelques heures, Gary l'a sorti de la boîte et lui a dit quelque chose de monstrueux. Que sa performance sexuelle déciderait de sa vie ou de sa mort. Quelle horreur! Mon Dieu! Il a fait ce qu'il voulait d'elle, puis l'a remise seule et effrayée dans la boîte, priant pour une issue. Elle pensait vraiment ne jamais sortir de là. Revenons maintenant au 13 août. Tôt le matin, le bureau du shérif du comté de Jackson reçoit un appel au 911. De l'autre côté, une personne désespérée dit qu'une jeune fille est apparue en frappant à sa porte, suppliant de l'aide et tenant un couteau à la main. La police arrive et trouve Brooke en état de choc. Elle n'arrive pas à répondre à aucune question, elle ne fait que répéter « Ils lui ont tiré dessus, ils lui ont tiré dessus ». Incroyable, elle montre juste la maison d'en face, la police arrive et il n'y a personne. Comme mentionné en introduction, la maison est impeccable, sauf cette boîte étrange dans un coin du salon. Brooke a dit qu'ils ont tiré sur son petit ami, mais ils ne trouvent aucun corps dans la maison. Et là, les policiers commencent à inspecter toute la propriété. À l'arrière de la maison, il y avait une sorte de lac qui était utilisé par tous les habitants. Là, les policiers voient qu'il y a plusieurs petites barques, et dans l'une d'elles, ils trouvent des gouttes de sang. Près de la barque, ils trouvent une hache. En examinant l'outil, ils remarquent que la lame est couverte de sang. Ils commencent à chercher dans le lac et découvrent des dizaines de morceaux humains éparpillés partout dans le lac. Quelle horreur! Les enquêteurs découvrent que cette maison appartient à Gary Simmons, mais l'homme a disparu. Il n'est nulle part. La seule personne qui peut aider les policiers à découvrir ce qui s'est passé là-bas, c'est Brooke. Mais la pauvre est en état de choc, traumatisée, et elle arrivait à peine à dire quelque chose. C'est alors que, un jour plus tard, le 14 août, une femme appelée Laurie était au travail et a reçu un colis étrange. Elle a ouvert et trouvé une cassette Video Home System, la vidéo de Gary Simmons, se filmant dans le magasin d'électronique du centre commercial. Et il parle comme s'il s'agissait d'une conversation intime, du genre « Salut, Laurie, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Je crois que le moment est venu et je t'aime. » Salut Laurie, c'est vraiment le bazar, ça n'aurait pas dû arriver comme ça. À mon avis, je n'avais pas le choix, il n'y a jamais eu d'excuse pour ce que j'ai fait. Je ne pense jamais aux conséquences de ce que je fais jusqu'à ce que ce soit déjà fait. Mais c'est ce qui arrive. Quand tu dépasses les limites, tu en paies le prix. Je t'aime. Tu te demandes alors qui est Laurie et pourquoi ce monstre lui a envoyé cette étrange vidéo? En réalité, Laurie Simmons est sa femme, mais elle le fuyait depuis près d'1 an. Tu comprends? C'est étrange, non? Attends, je vais t'expliquer. Son histoire commence le 11 août 1990, 6 ans plus tôt, quand elle a épousé Gary. Laurie a rencontré Gary après son divorce de son premier mariage. Elle avait 2 enfants et Gary était concierge à la garderie. Ils ont discuté, leur relation a évolué. 1 an plus tard, ils se sont mariés et ont emménagé ici. L'aura mystérieuse de Gary a attiré Laurie lors de leur mariage. Il lui a dit qu'il aimait écrire des nouvelles et des livres, mais qu'il n'avait jamais rien publié, c'était juste un passe-temps pour lui. Laurie trouvait ça très sympa et elle aimait l'idée d'avoir un mari un peu artiste, un peu écrivain, tu vois. Dans son bureau, il y en avait plus de 50. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu ici pour participer, n'est-ce pas? Tu es venu ici pour participer? Non, tu as l'âge. Hein. Allez, on y va. Dans son bureau, plus de 50 classeurs numérotés et catalogués contenaient des histoires. Ces comptes étaient un peu secrets et Gary ne laissait jamais personne les lire. Jusqu'au jour où Gary l'a appelé dans son bureau, lui a tendu un des classeurs et lui a demandé de le lire. Devant lui, elle a commencé à lire et son visage est passé de la curiosité à l'horreur pure. Toutes les histoires parlaient de femmes gardées en captivité, comme esclaves sexuelles. C'est vraiment étrange. Elle ferme le classeur et dit à son mari « Ce n'est pas un plaisir, c'est une torture ». Il répond « Ce sont mes fantasmes » et ajoute « J'ai des secrets inimaginables ». Même si découvrir ce côté de son mari l'a effrayée, Laurie essaie d'ignorer, essaie de se convaincre que ce n'était qu'un délire d'artiste, que ce n'était qu'une fiction maladive. Mais il n'allait pas falloir longtemps pour que Gary transforme ses fantasmes en réalité. À cette époque, Laurie était enceinte de leur fille et 1 semaine après sa naissance, Gary a tenté d'avoir des relations intimes. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas, que c'était trop tôt, qu'elle attendait la période de repos et qu'elle avait besoin de se remettre de l'accouchement. Et il a répondu « Ça n'arrivera pas ». Cette nuit-là, il l'a forcée à avoir une relation avec lui, c'était la première fois qu'il l'a violentée. « Allez Max, descends, vas-y ».
tu peux descendre. Un vrai spectacle d'amour, n'est-ce pas? Après l'acte, elle est allée prendre une douche en ayant mal et confuse. Elle ne savait pas si ce qui venait de se passer était vraiment un abus, puisqu'ils étaient mariés et tout ça. Avec le temps, Gary devient de plus en plus violent, jusqu'au jour où elle entend un bruit étrange dans le salon. Elle est allée voir et c'était Gary qui traînait une énorme boîte et la mettait dans un coin. Elle s'est souvenue que l'une des histoires qu'elle avait lues dans ses contes parlait d'une boîte fabriquée à partir d'une personne que l'homme gardait comme esclave, enfermée à l'intérieur. En voyant cela, elle s'affole et le confronte. « C'est quoi ça? Tu es fou, tu veux faire quoi avec cette boîte ?» Mais sa réaction surprend. Il ne crie ni ne se dispute. Il reste calme, regarde sa femme dans les yeux, soudainement. Il met sa main sur son cou et l'étrangle jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. C'est horrible. Quand elle se réveille, elle essaie de bouger et se rend compte qu'elle est attachée au lit, les mains et les pieds ligotés. En la voyant réveillée, il lui bande les yeux et tourne autour du lit. Elle n'entend que ses pas grinçant sur le plancher. Soudain, Laurie sent quelque chose de froid sur son visage. C'était une lame de couteau de boucher très aiguisée. Il la fait glisser sur le contour de son visage, comme s'il dessinait, non? Pour en fait lui retirer la peau. Laurie panique, pensant mourir. Elle a raconté plus tard que si elle tremblait, si elle réagissait, ça l'excitait, il aimait la douleur et la terreur qu'il provoquait chez elle. Elle choisit de faire l'inverse. Elle se maîtrise, parle, ne réagit pas et reste comme si de rien n'était. Il se frustre, dit « ce n'est plus amusant », puis la relâche. Après cette expérience, Laurie se rend au commissariat pour dénoncer son mari. Mais, tenez-vous bien, la police dit qu'elle ne peut rien faire parce qu'elle n'avait pas assez de preuves. Elle fait semblant que tout va bien, mais entame en réalité la procédure de divorce. Elle a découvert qu'au Mississippi, une femme enceinte ne peut pas divorcer. Jusqu'ici, tout va bien. Elle avait eu un bébé récemment et pensait que tout irait bien, mais surprise, un test a révélé qu'elle était enceinte. Mon Dieu, elle a paniqué à l'idée de revivre une grossesse dans cette maison avec cet homme sadique. Elle sollicite une organisation non gouvernementale et des institutions contre la violence domestique. Elle était sans emploi, sans argent, sans abri, avec 2 sacs de couches et 2 valises. L'une de ces organisations non gouvernementales lui trouve un appartement, loin de Gary, et aide elle et les enfants à fuir la maison. Un jour, en l'absence de Gary, elle expliquait qui est Laurie et les épreuves qu'elle a subies à cause de lui. Revenons au jour du crime, où tout s'assemble. Laurie avait un frère nommé Timothy. Le 11 août 1996, Tim était chez sa sœur à s'occuper des neveux dans le salon. Quelqu'un frappe, Tim ouvre et Laurie manque de tomber à la renverse. C'était Gary, mais elle est encore plus effrayée quand Gary et Tim se saluent, genre en se faisant une accolade. Tim est resté en contact et ami avec son ex-beau-frère toute l'année, sans que Laurie le sache. Tim dit à sa sœur « Gary a besoin de mon aide, je sors mais je reviens vite ». Laurie, effrayée, lui demande de ne pas y aller ni de contacter cet homme. Mais Tim la serre dans ses bras et dit qu'il revient dans 1 heure, sauf que plus de 4 heures passent et, tu vois, toujours pas de Tim. Laurie appelle Gary, tombe sur le répondeur et laisse un message. Elle rappelle encore et encore, mais tu vois, personne ne répond. Et là, il y a un détail inquiétant. Au moment même où Laurie appelait, Brooke était enfermé dans la boîte, le téléphone sonnait et ça a réveillé Brooke. Comme personne n'a répondu aux appels, elle a compris qu'il n'y avait personne dans la maison et que c'était sa chance d'essayer de s'échapper. Elle commence à bouger, à se tortiller, jusqu'à ce que les cordes se desserrent et qu'elle parvienne à se libérer. Elle s'agenouille et pousse le couvercle de la caisse avec son dos, forçant jusqu'à ce qu'il cède et s'ouvre. Elle regarde autour, ne voit personne, sort de la caisse, trébuche et tombe au milieu de la pièce. Elle se lève, va à la cuisine, prend un couteau sur la table et s'enfuit en courant. Elle traverse la rue vers la maison du voisin. Lorsqu'elle est devant la maison du voisin, elle voit la voiture de Gary revenir et s'arrêter devant chez lui. Brooke, cachée derrière un buisson chez le voisin, tremble de peur en observant. Gary entre dans la maison. Rapidement, il se rend compte qu'elle s'est enfuie, alors elle le voit sortir en courant de la maison, monter dans la voiture et partir à toute vitesse. Elle a alors frappé désespérément chez le voisin, qui a appelé la police. Elle a été emmenée au commissariat où on lui a annoncé que la police récupérait des parties du corps de son petit ami. Dans le lac, tu crois? Le père de Jeffrey apprend la nouvelle et reste choqué. Il voulait voir le corps de son fils, mais la police refuse. Il est révolté. Mais quand il a appris que son fils avait été découpé en 88 morceaux, il s'est tout simplement effondré. Ce matin, Tim est retourné chez sa sœur. Laurie a trouvé qu'il semblait étrange, un peu ailleurs. Elle a insisté et son frère a fini par tout avouer.
Il dit qu'il a dû le faire parce que Gary a menacé Lori et les filles. S'il n'aidait pas à éliminer Jeffrey, Timothy serait celui qui a tiré et tué Jeffrey. Quelques heures plus tard, il se rend au commissariat. Les médias commencent à couvrir l'affaire du meurtre. Et c'est à la télévision que Lori a découvert qu'en plus d'avoir éliminé Jeffrey, Gary l'avait aussi agressé avec la perceuse et l'avait gardé dans cette boîte. Lori a été dévastée d'apprendre que son mari sadique avait vraiment mis en pratique les désirs qu'il avait écrits dans ses histoires. Gary était toujours en fuite, et Lori était terrifiée, pensant qu'il viendrait la chercher, maintenant. C'est alors qu'elle a reçu cette étrange cassette au travail. Le lendemain, ou du moins plus tard dans la même journée, Gary appelle la police et se rend. Lorsqu'ils l'ont arrêté, il n'était qu'à quelques pâtés de maison du travail de Lori. Mais avant cela, j'envoie un bisou à Deco Lobs de Salvador et à Euclides Neto de Parklandia Fortaleza. Gros bisous à vous. Le 11 octobre 1996, Gary Simmons et Timothy Milano sont inculpés pour l'homicide de Jeffrey Wolf. Mais, pendant le procès, les procureurs insistent pour que Brooke témoigne, car elle est la seule témoin vivante de ce qui s'est passé dans cette maison. Mais Brooke était traumatisée et même avec Gary en prison, elle ne se sentait pas en sécurité. Elle avait peur que Gary envoie quelqu'un la tuer pour finir le travail. Le 25 août 1997, le procès débute. Brooke prend son courage et témoigne, se retrouvant à quelques mètres de Gary. La dernière fois qu'elle avait vu cet homme, elle était enfermée dans cette boîte. Elle raconte qu'elle tremblait de tout son corps, les mains qui tremblaient, les jambes qui tremblaient. Mes mains étaient comme ça, et ce n'était pas juste un peu, et j'essayais de m'asseoir sur mes mains, puis c'était mes jambes qui commençaient. Je n'arrivais pas à arrêter. Elle voulait abandonner son témoignage, mais en voyant les parents de Jeffrey là, présents au tribunal, elle s'est arrêtée et a pensé « S'ils arrivent à supporter ça, moi aussi je peux y arriver. Je dois être forte pour m'assurer que ces monstres soient condamnés. » 3 jours plus tard, le 28 août, le jury annonce son verdict. Gary est déclaré coupable du meurtre de Jeffrey, de la séquestration et des violences envers Brooke. Timothy est également reconnu coupable d'avoir tiré 9 fois sur Jeffrey et d'avoir participé à l'enlèvement. Il est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, tandis que Gary est condamné à la peine de mort. Il a déjà été exécuté par injection létale en juin 2012 et il est maintenant sur les genoux du diable. Mais même avec l'arrestation et la condamnation des deux, Brooke était bien trop traumatisée. Elle était persuadée que quelqu'un viendrait la chercher. Sous l'influence de Gary, elle a changé de nom, de look, s'est coupé les cheveux et a passé 27 ans à fuir, terrorisée. Et pire encore, en plus de la peur de Gary, elle s'est aussi mis en tête que Lori voulait également se venger d'elle. Elle croyait que les enfants de Gary grandiraient en la détestant parce qu'elle avait mis leur père en prison. Comme elle savait seulement que Lori était encore l'épouse de Gary, elle a cru que Lori la détestait aussi, pour avoir détruit leur mariage et leur famille, mais grâce à Dieu, tout allait changer. Passons à 2023. 27 ans se sont déjà écoulés. Brooke a une famille et lors du tournage d'un documentaire sur le crime, un événement inattendu s'est produit. Lori a demandé à rencontrer Brooke. Brooke a eu peur car elle a passé 27 ans à fuir et à craindre que Lori veuille lui faire du mal. J'ai besoin de regarder profondément dans ses yeux pour qu'elle sache vraiment que Brooke est en fait ma véritable héroïne. Elle a accepté et leur rencontre a été émouvante. Lori appelle Brooke son héroïne. Elle dit que Brooke lui a sauvé la vie, qu'elle remercie Dieu pour Brooke tous les jours depuis l'évasion, que ses enfants n'ont grandi que grâce à cela et qu'elle pensait que sa famille était en vie grâce à Brooke, car elle a pu s'enfuir et stopper ce monstre. Je te dois une dette de gratitude. Tu es mon héros, peut-être que tu n'y crois pas, mais c'est la vérité. Nous remercions Dieu pour toi chaque jour depuis que tu t'es échappé. J'ai 4 enfants qui ont grandi chez toi. Je suis là aujourd'hui grâce à toi. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. D'une certaine manière, tu fais tout pour être meilleur. Maintenant, Imaginez la surprise de Brooke en entendant ça. Quelle histoire! Une affaire qui a tout. Horreur, violence, lâcheté et en même temps, la force d'une survivante qui a réussi à échapper à l'impossible. Elle a encore été centrale pour que justice soit faite. Ce qui me frappe ici, c'est le mal. Parfois, il ne paraît pas toujours monstrueux, non? Parfois, il marche dans le centre commercial, filme une vidéo ou passe près de vous dans un magasin d'électronique. Comme s'il était quelqu'un de plus, n'est-ce pas? Voilà tout, mes amis. Si vous avez aimé cette vidéo, profitez-en pour laisser un like, commenter et partager.
Il faut que chacun sache que ces monstres existent aujourd'hui et qu'il faut rester vigilant. Restez connectés pour la prochaine vidéo. D'accord, joyeux Noël. Bisous. J'ai déjà dit joyeux Noël dans l'autre, mais joyeux Noël quand même.